Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler des Congo belges. Les Congo belges étaient les territoires administrés par la région de Belgique en Afrique du 15 novembre 1908, date à laquelle il fut établi sous de fortes pressions internationales en raison du régime de gouvernement sévère exercé par Léopold II de Belgique. Le 30 juin 1960, il obtint son indépendance sous le nom de République du Congo, plus tard changée en République démocratique du Congo. Les richesses abondantes du Congo, caoutchouc, ivoire, mines, incitèrent la couronne et les compagnies concessionnaires à entreprendre une exploitation de sa population. Entre 1880 et 1926, la population congolaise fut réduite de moitié. Certains historiens désignent cette période comme un holocauste oublié. Dans l'Afrique étaient plusieurs explorateurs et colonisateurs européens, mais je vais parler des plus importants pour la Belgique, Henry Morton Stanley, qui est un explorateur et journaliste gallois célèbre pour son expédition à la recherche du Dr Livingstone et pour avoir aidé Léopold II de Belgique à établir l'État indépendant du Congo. Quelques historiateurs importants, Livingstone pour le Royaume-Uni, Charbonnet de Brassa pour France, Cécile Rose pour le Royaume-Uni et Vollet Warbeck pour l'Allemagne. Léopold II de Belgique fut le 12e roi des Belges. Il succéda à son père, Léopold l'Air, sur le trône de Belgique en 1865 et y demeura jusqu'à sa mort. Il régna pendant 44 ans, ce qui en fit le règne le plus long de tous les monarques belges à ce jour. Il mourut sans enfant, mais lui survivant, et son neveu Albert devint son successeur. Léopold fut le souverain fondateur et unique propriétaire de l'État indépendant du Congo de 1885 à 1908. Un projet privé qu'il dirigera lui-même, il utilisa l'explorateur Henry Morton Stanley pour l'aider à revendiquer le Congo, une région qui correspond aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Et je vais parler des contextes de la colonisation. En 1885, lors de la conférence de Berlin, fut établi dans la région l'État indépendant du Congo, un domaine colonial africain, propriété privée du roi Léopold II de Belgique, qu'il administra personnellement jusqu'en 1908, l'année où le territoire fut cédé à la Belgique. George Washington Williams était un citoyen occidental de race noire qui, dans les années 1880, s'intéressa au projet du roi de Belge Léopold II, visant à créer un État libre au Congo. Après s'être rendu sur place en 1890 et avoir découvert les atrocités commises contre les populations autochtones, il consacra ses efforts à reconnaître la situation aux États-Unis et fut le premier occidental à dénoncer ces faits. Il est célèbre pour sa lettre adressée au roi, intitulée Lettre ouverte à sa Sérénissime Majesté Léopold II, roi de Belgique et souverain de l'État indépendant du Congo, dans laquelle il dénonçait les atrocités commises et le traitement brutal et inhumain infligé aux habitants. Il accusait également le célèbre explorateur et journaliste Henry Morton Stanley, engagé par le roi pour son projet au Congo. Il alla même jusqu'à demander la création d'une commission d'enquête sur ces crimes. Au cours de son voyage de retour vers les États-Unis, il mourut à bord d'un navire qui le transportait lors d'une escale en Angleterre. Pendant la période où Léopold II administra le territoire, celui-ci fut soumis à une exploitation systématique et indiscriminée de ses ressources naturelles, notamment l'ivoire et les caoutchouc, reposant exclusivement sur le travail forcé des populations autochtones dans des conditions proches de l'esclavage. Afin de maintenir son contrôle sur la population locale, l'administration coloniale instaura un régime de terreur marqué par des massacres et des mutilations. En raison de ces politiques et d'autres facteurs, le nombre de morts est extrêmement élevé, bien qu'il soit impossible de fournir des estimations précises. La plupart des historiens évoquent un bilan de 5 à 10 millions de morts. À partir de 1900,
La presse européenne et américaine commença à rapporter les conditions dramatiques dans lesquelles vivait la population locale, sous la pression de l'opinion publique et des manœuvres diplomatiques. Le roi de Belge dut renoncer à son contrôle personnel sur le Congo, qui devint une colonie belge sous le nom de Congo belge. L'exploitation du Congo. L'exploitation du code scout et de l'ivoire au Congo, à l'époque du colonialisme belge, sous le règne du roi Léopold II, fut l'une des tragédies les plus atroces du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Cette période sombre de l'histoire a été marquée par un système brutal de travail forcé, dont les conséquences ont été dévastatrices tant pour les individus concernés que pour la société dans son ensemble. Au cœur de cette exploitation se trouve les codes scouts, une ressource très convoitée en Europe, et l'ivoire, également utilisé dans divers produits de luxe. Léopold II, à travers son État indépendant du Congo, a créé un système économique basé sur l'extraction de ces ressources. Cependant, au lieu d'une approche plus ou moins ordonnée, le gouvernement belge a opté pour un système extrêmement violent impliquant l'esclavage, la torture et les abus systématiques de la population congolaise. Le travail forcé était la pierre angulaire de ce système. Des milliers de Congolais ont été contraints de récolter du coscu dans des conditions inhumaines, sous la menace d'une violence extrême. Les soldats coloniaux, connus sous le nom de forces publiques, utilisaient des méthodes brutales pour s'assurer que les travailleurs respectaient les quotas imposés. Les conséquences, pour ceux qui ne se conformaient pas aux exigences, étaient terribles. Mutilation, châtiments sévères et, dans certains cas, exécution publique. Les mutilations étaient l'un des aspects les plus horribles de ce régime. Si un ouvrier ne livrait pas la quantité adéquate de casse-cou ou d'ivoire, ses mains ou ses pieds étaient coupés en guise de punition. Dans certains cas, pour s'assurer que les sons ne s'échappent pas, on les coupait une main. Mais s'il n'y avait commis aucune infraction, cette pratique s'est répandue à tel point qu'elle est devenue inutile pour assurer le contrôle et la soumission de la population congolaise. L'impact démographique de ces politiques a été catastrophique. On estime que pendant la période d'exploitation du code scout, entre 10 et 15 millions de Congolais sont morts à cause de la violence, des maladies transmises par les colons, de l'exploitation du travail et des conditions de vie inhumaines. Des maladies comme le paludisme et la variole, apportées par les colonisateurs, ont fait un grand nombre de victimes, tandis que la population était également décimée par les massacres et les conditions de travail extrêmes. Le système d'exploitation du Congo n'est pas passé inaperçu auprès du monde extérieur et des dénonciations internationales ont rapidement commencé à apparaître. Des missionnaires chrétiens, des travailleurs humanitaires et des militants ont pris sur eux de documenter les atrocités commises au Congo. Parmi eux, Edmund Deng, Morel et Roger Cashman furent des figures les plus marquantes dans la dénonciation de la brutalité du régime colonial. La pression internationale a finalement forcé Léopold II à céder le contrôle du Congo à la Belgique. Mais la marque de ces abus est restée à jamais gravée dans les mémoires collectives de l'humanité. L'exploitation du coscu et de l'ivoire au Congo a non seulement causé la mort des millions de personnes, mais a également laissé une profonde cicatrice dans l'histoire du colonialisme et dans la lutte pour les droits de l'homme. Les dénonciations de personnalités comme Morel et Cashman ont été essentielles pour faire comprendre au monde l'ampleur des atrocités commises, et leur héritage reste un rappel de la nécessité de défendre les droits fondamentaux de tous, quelle que soit leur origine ou leur race. Léopold II a renoncé à ses propriétés personnelles, l'État indépendant du Congo, principalement en raison de la pression internationale qu'il a subie en raison de la brutalité avec laquelle il a dirigé les territoires. L'adhésion du territoire à la Belgique fut officialisée par un traité signé le 15 novembre 1908, approuvé par le Parlement belge en août et par le roi en octobre 1909. La colonie était administrée par un gouverneur général basé à Roma. Existaient plusieurs gouverneurs généraux
adjoint. À Bruxelles, il y avait un ministre colonial qui présidait le conseil colonial composé de 14 membres, dont 8 étaient nommés par les rois, 3 étaient choisis par le Sénat, 3 autres par la Chambre des députés. La colonie était divisée en 15 districts administratifs. Les budgets coloniaux étaient examinés et approuvés chaque année par le Parlement belge. Lorsque le gouvernement belge a repris l'administration du roi Léopold II, la situation au Congo est considérablement améliorée. Les changements économiques et sociaux ont transformé le Congo en une colonie modèle. Des écoles primaires et secondaires ainsi que des hôpitaux ont été construits et de nombreux Congolais y ont eu accès. Dans les écoles, on enseignait même les langues ethniques, une réalité dans l'éducation coloniale à cette époque. Les médecins ont remporté de grandes victoires contre la maladie de Snell. Il y avait une poste médicale dans chaque village et dans les grandes villes, les gens avaient accès à des hôpitaux bien équipés. L'administration a poursuivi les réformes économiques par la construction des chemins de fer, des ports, des routes, des mines, des plantations et des zones industrielles, entre autres. Pièces de 100 centimes, 50 centimes et d'un franc à l'effigie du roi Albert Ier de Belgique. Ces fiches ont été frappées rapidement en 1919. Mais l'administration belge a été qualifiée de colonialisme paternalisme. Les systèmes éducatifs étaient dominés par l'Église catholique et également par les églises protestantes, des programmes reflétant la religion chrétienne et les valeurs occidentales. Par exemple, en 1988, les 99,6% des établissements d'enseignement étaient contrôlés par des missions chrétiennes. L'éducation dispensée aux autochtones était principalement religieuse et professionnelle. Les enfants ont appris à lire et d'écrire, ainsi que quelques notions de mathématiques de base. Mais c'était tout. Le paternalisme belge était bien représenté dans la bande dessinée Tintin au Congo. Le Congo belge était l'un des plus grands exportateurs de l'Union vers les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. La plus grande quantité est extraite notamment de la mine de Sinkologwe. Il convient de noter que dans les années 1950, le travail forcé existait encore au Congo et que l'espérance de vie était inférieure à 40 ans. À ce moment, je vais parler des mouvements nationalistes et les dirigeants congolais. Dans les décennies qui ont précédé l'indépendance, plusieurs mouvements nationalistes ont émergé au Congo, menés par des jeunes dirigeants qui ont commencé à lutter pour la autodétermination, en particulier les mouvements nationaux congolais, dirigés par Patrice Lumumba, a joué un rôle crucial dans la canalisation des revendications d'indépendance et de justice sociale. Lumumba, leader politique charismatique, est devenu l'un des principaux symboles de la lutte pour la liberté au Congo. Patrice Lumumba était un leader indépendantiste congolais et le premier ministre du Congo après l'indépendance en 1960. Né en 1925, il milita pour la fin de la colonisation belge. Il joua un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance et prôna la unité nationale. Son discours anticolonial marque l'esprit lors de la cérémonie d'indépendance. Accusé de sympathies communistes, il fut renversé, arrêté et assassiné en 1961. Il reste une figure emblématique de la lutte pour la liberté en Afrique. La transition vers l'indépendance. Alors que les pressions en faveur de l'indépendance s'intensifient dans les années 1950, les changements survenus en Belgique ont également influé le processus. Le 4 janvier 1959, la Belgique convoque à Bruxelles une conférence pour discuter de l'avenir du Congo, à laquelle participent plusieurs dirigeants congolais. Au cours de ces rencontres, l'indépendance est devenue un objectif clair et réalisable. En 1960, après des années de pression et de mobilisation, la Belgique accepte d'accorder l'indépendance au Congo. Le 30 juin 1960, le Congo devient la République du Congo, plus tard connue sous le nom de République démocratique du Congo, avec Patrice Lumumba comme Premier ministre et Joseph Kasavubu comme président. L'indépendance a été proclamée lors d'une cérémonie au Palais royal de Bruxelles, où le roi des Belges, Baudouin,
leur a prononcé un discours qui, bien que festif, a été perçu comme condescendant et paternaliste par de nombreux Congolais. Dans son discours, le roi a déclaré que les Congolais devraient être reconnaissants pour les réalisations du colonialisme belge, provoquant une forte réaction de la nouvelle classe politique congolaise. La relation du Congo avec la francophonie est profonde et significative, car le pays, après son indépendance en 1960, entretient des liens étroits avec la France et d'autres nations francophones. Cela est dû principalement à son passé colonial sous la domination belge, car la langue officielle du Congo est le français, une langue imposée par les colonisateurs et aujourd'hui utilisée par l'administration, l'éducation et les médias. La francophonie est une communauté mondiale qui regroupe des pays et des régions où le français est parlé, soit comme langue maternelle, soit comme langue acquise. Le Congo, à la fois République du Congo et République démocratique du Congo, est membre de l'Organisation internationale de la francophonie, institution qui permet l'usage du français et la coopération culturelle et éducative entre ces pays membres. Le Congo est un exemple des pays africains où, après l'indépendance, le français est resté la principale langue de communication et d'intégration au sein de la communauté internationale. Cela est dû en partie à l'héritage colonial de la Belgique, qui a laissé le français comme langue du pouvoir et de la communication, laissant une place aux langues autochtones pour jouer un rôle central dans la vie politique et sociale. Cependant, malgré cette imposition, des langues locales telles que les Lingala, les Swahili, les Kituwa et les Sisuluga restent au cœur de la vie quotidienne et de nombreux Congolais et de l'identité culturelle du pays. L'impact culturel et l'inclusion de la francophonie. La présence du Congo de la francophonie a eu un impact significatif sur sa production culturelle, notamment dans la musique, le cinéma et la littérature. Grâce à la francophonie, le pays a pu établir des liens culturels avec d'autres nations francophones, ce qui a permis la promotion de ces artistes et créateurs à l'international. La musique est l'un des aspects les plus marquants de la culture congolaise et l'un des produits culturels les plus reconnus au niveau international. Les genres rumba congolais et ses dérivés, comme les soukou, sont mondialement connus. Des artistes tels que Franco Luambo et Tabulei Rosero sont devenus des figures emblématiques non seulement au Congo, mais dans toute l'Afrique francophone. Ces musiciens, par leurs paroles en français et leur lien avec la francophonie, ont réussi à unir divers pays et cultures francophones, créant une unité culturelle commune qui transcende les frontières nationales. La littérature congolaise a également été une forte expression culturelle dans le contexte de la francophonie. Des auteurs tels que Sonny Laboutansi, Henri Lop et Alama Bakou ont utilisé le français comme moyen d'exprimer les histoires sur les réalités sociales et politiques du Congo et de l'Afrique en général. La littérature congolaise aborde souvent des thèmes tels que la lutte pour l'identité, l'héritage du colonialisme, l'oppression politique et la diaspora africaine, et est très appréciée dans les cercles littéraires francophones. Au cinéma, des réalisateurs congolais comme Dieudonné et Guerrier Makaya ont commencé à se démarquer sur les scènes francophones, présentant les complicités sociales et politiques du Congo à travers le cinéma. Ces cinéastes utilisent le français comme langue principale pour faire connaître les histoires à un public plus large, notamment au sein de la communauté francophone, amenant ainsi le cinéma congolais sur la scène internationale. Un produit culturel de premier plan, la rumba congolaise. Un produit culturel particulièrement remarquable qui reflète la relation du Congo avec la francophonie est la rumba congolaise. Ce genre musical qui fusionne les rythmes traditionnels africains avec des influences de la musique coloniale, cubaine et belge, a eu un impact mondial et reste très populaire dans toute l'Afrique et parmi la diaspora africaine en Europe.
dans les Amériques et dans les Caraïbes. La rumba congolaise, souvent chantée en français, a été un vecteur d'expression culturelle dans les contextes francophones, avec des artistes tels que Franco, Tabu Ley Rosero et Kofi Olomide, qui ont amené la musique congolaise sur les scènes internationales. À travers leurs paroles, qui abordent souvent des thèmes d'amour, de lutte sociale et de politique, ces musiciens ont non seulement reflété la réalité congolaise, mais ont également établi le Congo comme un centre de créativité au sein de la culture francophone. Quelle est la conclusion de tout ça? La conclusion est la suivante. Le colonialisme a laissé une marque profonde sur le Congo, dont les conséquences économiques et politiques continuent d'affecter les pays à ce jour. Si la dénomination belge, le Congo était principalement exploité pour ses ressources naturelles, telles que les cochecou, l'ivoire, plus tard les rôles, tels que les cobalt et les cuivres. L'économie du pays a été structurée pour bénéficier exclusivement à la métropole belge, sans générer de développement local. Les Congolais vivent sous un système de travail forcé, sans accès à l'éducation et à la formation, ce qui empêchait la création d'une base économique solide et d'une classe dirigeante capable de gérer le pays après l'indépendance. Après son indépendance, en 1960, le Congo a hérité d'une structure économique faible, dépendante de l'extraction des ressources naturelles et pourvue d'infrastructures adéquates et d'une population équipée pour gouverner. L'abus du pouvoir, l'absence d'institutions démocratiques et les tensions ethniques ont contribué à un climat d'instabilité politique qui a rapidement cédé la place à des luttes internes, des coups d'État et des conflits. L'intervention des puissances étrangères, notamment pendant la guerre froide, a encore aggravé la situation, les puissances occidentales cherchant à influer la politique congolaise, compliquant encore davantage la gouvernance. L'un des héritages les plus persistants du colonialisme au Congo est l'exploitation continue de ces ressources naturelles qui est une source de conflit. Le pays est extrêmement riche en minéraux stratégiques, mais cette richesse génère des affrontements violents entre des groupes locaux et des acteurs internationaux qui se battent pour le contrôle de ces ressources. Les guerres civiles et les conflits armés, tels que la première et la deuxième guerre du Congo, ont été alimentés par la concurrence pour ces minéraux. Malgré son indépendance, le Congo continue de faire face à de graves défis politiques, économiques, la corruption, le manque d'infrastructures et la violence liée à l'exploitation des ressources demeurent des problèmes persistants. Les leçons du colonialisme restent pertinentes, car les pays africains qui ont été soumis à cette exploitation brutale luttent encore pour surmonter les cicatrices laissées par des siècles de contrôle extérieur et pour construire des nations stables, équitables et prospères.